Ma sœur m'a regardé à travers la table de Noël, son visage déformé par le mépris, et m'a dit « Arrête de quêter, c'est gênant ». 20 membres de ma famille sont restés silencieux. Alors, j'ai souri. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes et j'ai annulé les 5 virements secrets, d'un total de 900 € par mois, que je faisais pour elle depuis 5 ans. Son téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant des jours. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. C'est l'histoire de la façon dont 54 000 € de ma générosité secrète ont failli détruire ma carrière et ma famille, mais m'ont finalement permis de trouver ma propre voie. C'est une histoire compliquée, pleine de trahison, mais aussi de reconstruction. Avant de plonger dans les détails de cette année qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région de France, ou peut-être quel autre pays vous suivez cette vidéo. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir à quel point nos expériences peuvent se connecter à travers le monde. Maintenant, asseyez-vous confortablement. Tout a commencé par une simple invitation. L'odeur du chocolat noir fondu et des zestes d'orange emplissait ma petite cuisine. J'étais penchée sur mon plan de travail, dans mon appartement T2 du 3e arrondissement de Lyon. C'était le 23 décembre. Dehors, la pluie d'hiver frappait contre les fenêtres du salon. J'étais en train de perfectionner le glaçage de ma bûche de Noël. Une bûche maison, compliquée, qui m'avait pris la moitié de mon samedi. C'était, comme chaque année, ma contribution désignée au grand réveillon familial. Je m'appelle Aude, j'ai 32 ans. Je suis analyste financière. Mon métier consiste à regarder des chiffres, à trouver des schémas, à évaluer des risques. J'aime la logique, l'ordre. Mon appartement est modeste, mais chaque meuble a été choisi par moi, payé par moi. Ma vie est ordonnée. Du moins, en apparence. Car dans l'ombre, ma vie était dictée par un secret. Un secret qui me coûtait 900 € par mois. Ce secret portait un nom, Coralie. Ma sœur aînée. 35 ans. La préférée. La solaire, la créative, l'enfant prodige qui n'avait jamais vraiment produit quoi que ce soit d'autre que des dettes. Le grand rassemblement avait lieu, comme toujours, dans la magnifique maison bourgeoise de mes parents à Écully. Une banlieue chic de Lyon. Une maison avec un immense jardin, des moulures au plafond et une cave à vin que mon père, Alain, aimait en faire visiter. Une maison que je n'aurais jamais pu me payer, même en travaillant 100 heures par semaine. En lissant le glaçage, une boule d'anxiété commença à se former dans mon estomac. C'était un rituel. L'anxiété d'avant Noël. Je savais ce qui m'attendait. Les compliments à peine voilés sur ma stabilité, un mot de code familial pour désespérément ennuyeuse. Les questions condescendantes de ma mère, Martine, sur ma vie amoureuse, toujours personne, ma chérie. Le temps passe. Et surtout, le spectacle de Coralie. Tout avait basculé 5 ans plus tôt. J'étais si fière. Je venais de décrocher mon premier CDI dans un grand cabinet d'audit. Je commençais enfin ma vie d'adulte, je mettais de l'argent de côté. Au même moment, le concept store éphémère de Coralie, généreusement financé par un prêt de mes parents, s'était effondré de manière spectaculaire. Je me souviens encore de l'appel de ma mère. Elle était en larmes. Aude, chérie, c'est une catastrophe. Ta sœur est au plus mal. Elle est dévastée. Elle a des dettes, des créanciers qui appellent. Puis mon père avait pris le relais, sa voix grave et solennelle. Aude, tu es la pragmatique. Tu as les pieds sur terre, toi. Aide-la. Ce n'est pas sa faute, tu sais comment est le monde des affaires. Juste le temps qu'elle rebondisse. C'est ta sœur. La famille, c'est fait pour ça. Juste le temps qu'elle rebondisse. Cette phrase résonnait dans ma tête depuis 60 mois. Et j'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. J'étais la pragmatique. J'étais la responsable. Et au fond de moi, une petite voix stupide murmurait que si je devenais la sauveuse, si je réglais le problème, ils me regarderaient enfin avec la même fierté inconditionnelle qu'ils avaient pour Coralie. J'espérais acheter leur approbation. Alors, j'avais mis en place les virements. Discrètement. 900 € par mois. Pour couvrir son assurance auto, un prêt personnel CTLM, et les minimums de 3 cartes de crédit différentes.
Coralie avait été pleine de gratitude pendant environ 2 semaines. Puis, c'était devenu un dû. Une habitude. Une taxe invisible sur ma propre vie. 5 ans. 5 ans que je refusais des week-ends entre amis parce que j'étais un peu juste. 5 ans que je portais le même manteau d'hiver. 5 ans que je regardais les annonces d'appartements T3 en soupirant, sachant que mon apport fondait de 900 € chaque mois. Je fermais la boîte de transport de ma bûche. Elle était parfaite. Ironique. La seule chose parfaite dans ma relation avec ma famille était le mensonge que j'entretenais. Je pris mes clés, la boule au ventre maintenant grosse comme un poing. J'avais choisi ma tenue, une robe en tricot simple, sombre, pratique. Une tenue d'Aude. Je ne savais pas que cette bûche, que j'avais mis tant d'amour à préparer, serait le dernier clou dans le cercueil de notre famille telle que je la connaissais. Les 20 minutes de route entre mon appartement de Lyon-Centre et la colline d'Écully me semblèrent durer une éternité. La pluie avait cessé, mais le froid était mordant. Chaque feu rouge était un supplice, une occasion de plus de faire demi-tour, de prétexter une grippe foudroyante et de passer Noël seul avec un plateau repas. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais eu le courage. La maison était illuminée comme un château. Des guirlandes sur chaque fenêtre. Le grand cèdre du jardin scintillait de 1000 feux. J'ai garé ma modeste Clio à côté du nouveau SUV de mon père. J'ai pris ma bûche et j'ai sonné. « Aude !»« Te voilà !» s'exclama ma mère, Martine, en m'ouvrant. Elle me fit une bise rapide, l'air distrait, ses yeux cherchant déjà par-dessus mon épaule. « Tu es en avance pour une fois. »« Ah, tu as fait la bûche, c'est parfait. Pose-la dans la cuisine, chérie. » Aucun compliment sur ma robe, aucune question sur ma semaine. Juste une instruction. Je posai ma bûche sur le plan de travail en marbre, à côté d'une montagne de petits fours de chez Pignol et d'une pyramide de fruits de mer. J'étais invisible. Et puis, 30 minutes plus tard, alors que le champagne coulait à flots, l'entrée en scène. La porte s'ouvrit en grand. Coralie. Elle était éblouissante. Même pour un réveillon familial, elle était en représentation. Manteau Balenciaga neuf, je l'avais reconnu d'un magazine, des talons qui coûtaient l'équivalent de mon loyer, un sac à main que je savais pertinemment être un vrai, pas une contrefaçon. Elle était en retard, bien sûr, mais ce n'était pas un retard. C'était une arrivée. Coralie, ma chérie. Mon père, Alain, se précipita pour prendre son manteau comme si elle était une reine. Tu es radieuse. Absolument magnifique. Désolée, papa, le trafic était infernal. Dit-elle d'une voix langoureuse, comme si elle s'excusait d'être si demandée. Le spectacle commença. Coralie racontait ses projets, ses contacts, son voyage imminent à Dubaï, pour le travail. Je me servis un verre de vin, me faisant la plus petite possible. Je savais qu'elle n'avait pas de travail. Son travail, c'était moi. Nous passâmes à table. Une table immense, dressée pour 20 personnes. Oncle, tante, cousin. Le cristal brillait, l'argenterie était sortie. J'étais assise entre ma jeune cousine Manon et un vieil oncle à moitié sourd qui me parlait de ses rhumatismes. Le dîner se déroulait comme prévu. Coralie monopolisait la conversation. Je mangeais en silence, écoutant les rires et les louanges. Puis, le drame. Le moment qui allait tout faire basculer. Ma cousine Manon, 22 ans, encore étudiante, se tourna vers moi. Elle parlait à voix basse. « Dis, Aude, toi qui es dans la finance. J'ai un peu d'argent de côté. Tu penses que je devrais ouvrir un PEA ou continuer à mettre sur mon pelle pour un futur achat ?» J'allais lui répondre. J'étais contente. C'était mon domaine. Enfin, une conversation que je maîtrisais. Avant que je ne puisse ouvrir la bouche, le rire clair, presque un ricanement cristallin, de Coralie fusa depuis l'autre bout de la table. Elle avait l'ouïe fine. « Oh, Manon, chérie, ne demande pas à Aude, dit-elle, amusée, attirant l'attention de toute la table. Elle est adorable, mais elle sait juste comment compter ses centimes. Elle ne sait pas comment faire de l'argent. » Ma mère, Martine, intervint avec un sourire complice, comme si c'était une blague évidente. Coralie a raison. Demande plutôt à ta cousine. Elle
Elle a le sens des affaires. Elle sait comment s'en sortir. Je sentis le rouge me monter aux joues. Une humiliation cuisante. Je gère des portefeuilles de plusieurs millions d'euros pour mes clients, maman. Je pense savoir ce qu'est un PEA. Coralie leva son verre de champagne. Elle avait déjà bu. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque méchante. D'ailleurs, Aude, lança-t-elle, sa voix portant dans toute la pièce. Puisqu'on parle d'argent, tu devrais arrêter de quêter. C'est gênant. On a tous nos problèmes, tu sais. Le silence. Un silence de cathédrale. Absolu. Assourdissant. Le cliquetis d'une fourchette se posant sur une assiette résonna comme un coup de feu. 20 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Quêter? Moi? Je cherchais du regard mes parents. Ma mère baissa les yeux dans son assiette, soudainement fascinée par sa dinde. Mon père se racla la gorge et regarda le plafond, l'air de chercher une fuite. Personne. Pas une seule personne ne dit « Coralie, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague ?» Pas une seule personne ne me défendit. Ils étaient tous complices. Par leur silence, ils validaient son mensonge odieux. Le sang quitta mon visage. Je sentis mes mains devenir glacées. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Ce n'était pas de la honte. C'était une clarté. Froide, pure, tranchante. L'image des 5 virements mensuels apparut devant mes yeux. 900 €. Ce matin-là même, j'avais dû renoncer à acheter une nouvelle paire de bottes d'hiver parce que j'étais, un peu juste, avant la paix. Je relevai la tête. Je regardai ma sœur, qui me souriait avec condescendance. Et, pour la première fois de ma vie, je lui souris en retour. Un vrai sourire. Excusez-moi, dis-je d'une voix parfaitement calme, qui sembla résonner dans le silence. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mon sourire devait être terrifiant. Car Coralie cessa de ricaner. Le jeu était terminé. Et j'allais en écrire les nouvelles règles. Je poussai ma chaise en arrière. Le bruit des pieds sur le parquet ancien me parut incroyablement fort. Je me levai. Je sentais chaque regard peser sur mon dos comme une chape de plomb. Je n'ai regardé personne. J'ai marché, le dos droit, la tête haute, hors de la salle à manger. J'ai traversé le grand hall d'entrée, mes talons modestes claquant sur le marbre. J'ai monté l'escalier monumental, ma main effleurant la rampe en bois sculpté. Chaque marche était un supplice, chaque seconde me donnait envie de hurler. Mais je restais calme. Froide. J'entrai dans la salle de bain des invités, à l'étage. Une pièce immense, avec une baignoire sur pied et des petites serviettes brodées que personne n'utilisait jamais. Je fermai la porte à clé. Le déclic du verrou fut le son le plus satisfaisant que j'avais entendu de toute la soirée. Je ne pleurais pas. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais habité par un calme glacial, une précision chirurgicale. C'était comme si mon cerveau d'analyste financière venait de prendre le contrôle total de mes émotions. Le problème avait été identifié. Le risque était devenu intolérable. Il fallait exécuter une solution. Je m'adossai au mur carrelé, frais contre mon dos. Je sortis mon téléphone de mon sac. L'icône de mon application bancaire, le lion du Crédit Lyonnais, me fixa. Je l'ouvris. Reconnaissance faciale. Je cliquai sur « Mes virements ». Puis « Virement permanent ». Et ils étaient là. 5 lignes. 5 chaînes numériques qui me liaient à elle. 5 perfusions qui la maintenaient en vie artificiellement, tout en me vidant de ma propre substance. Je les regardais, un par un. Coralie R, assurance auto. 180 €. Prélèvement le 1er du mois. Pour son SUV Audi Q5 qu'elle avait insisté pour acheter, pour l'image de sa boîte. Sa boîte, qui n'existait pas. Coralie R, prêt perso CTLM. 250 €. Prélèvement le 1er. Un prêt qu'elle avait contracté il y a 3 ans pour lancer une ligne de bijoux, qui n'avait jamais vu le jour. Coralie R, carte GL 120 €. Prélèvement le 1er. Le paiement minimum pour sa carte de crédit des Galeries Lafayette, constamment dans le rouge. Coralie R, carte P 150 €. Prélèvement le 1er.
Le paiement minimum pour sa carte printemps. Coralie R, carte V, 200 €. Prélèvement le premier. Le paiement minimum pour sa carte Visa premier, celle avec laquelle elle payait ses restaurants et ses week-ends. Total, 900 € par mois. Je fis le calcul mentalement, une fois de plus. 9 cents multiplié par 12 mois. 10 800 € par an. Multiplié par 5 ans. 54 000 €. 54 000 €. Le prix d'un apport pour un T3 à Lyon. Le prix de ma stupidité. Le prix de mon espoir d'être aimé. Mon doigt survola la première ligne. Gérer le virement. Une option apparut, modifier. Une autre, supprimer. Je cliquai sur supprimer. Un message pop-up, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement permanent? Je pensais à son rire. Arrête de quêter. Je pensais au silence de mes parents. Je pressais, confirmer. Virement permanent supprimé. Une bouffée d'air frais entra dans mes poumons. C'était incroyable. C'était comme si je remontais à la surface après avoir été sous l'eau pendant 5 ans. Je passais au suivant. Coralie R, prêt perso CTLM. Supprimer. Confirmer. Coralie R, carte GL. Supprimer. Confirmer. Coralie R, carte P, supprimer. Confirmer. Coralie R, carte V. Supprimer. Confirmer. 5 clics. 5 secondes pour défaire 5 ans de servitude. Je fixai l'écran. La liste des virements permanents était vide. Je m'aspergeai le visage d'eau froide, séchée avec une de ces ridicules serviettes brodées. Je me regardai dans le miroir. La femme qui me fixait n'était plus la même que celle qui était montée. Elle avait l'air dangereuse. Elle avait l'air libre. Je redescendis. Le dessert était servi. Ma bûche, coupée en tranches maladroites. Tu ne prends pas de dessert, Aude, me lança ma mère, d'un ton faussement enjoué, comme si rien ne s'était passé. La conversation avait repris, forcée, bruyante. Non, merci, répondis-je en m'asseyant. J'ai soudainement perdu l'appétit. Je pris mon verre de vin et le sirotai lentement. Coralie me regardait de l'autre côté de la table, un air de mépris toujours accroché à ses lèvres. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que le 1er janvier, dans exactement une semaine, rien n'allait se passer. Aucun argent n'allait magiquement apparaître sur ses comptes. Elle ne savait pas que les 5 bombes à retardement que je venais de poser exploseraient dans moins de 48 heures, dès la première tentative de paiement refusée. Et son téléphone allait se mettre à brûler. Le 25 décembre fut étrangement calme. J'ai prétexté une migraine pour écourter le déjeuner de Noël. Coralie était trop occupée à parader avec ses nouveaux cadeaux, un sac Chanel offert par mes parents, bien sûr pour me remarquer. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, et j'ai fermé la porte de mon appartement avec un sentiment de soulagement intense. J'ai débranché mon téléphone. J'ai regardé un film stupide. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, sans anxiété. Le 26 décembre arriva. J'étais dans ma cuisine, en pyjama, en train de me faire un café. L'arôme était riche. J'avais rebranché mon téléphone. 9h04, il vibra sur le comptoir. Un message WhatsApp. Coralie. Aude. T'es réveillée? Ma carte essence vient d'être refusée à la station Total. C'est quoi ce bordel? T'as vérifié ton compte? Je regardai le message. Je ne répondis pas. Je bus une gorgée de café. Il était délicieux. J'avais acheté un café de spécialité la veille. Je pouvais me le permettre, maintenant. 9h15, le téléphone sonna. Coralie. Je laissai l'appel aller jusqu'au répondeur. 9h16, nouveau message. Pourquoi tu réponds pas? L'assurance Audi vient d'envoyer un mail, le prélèvement est rejeté. Fais quelque chose. Les majuscules. Elle commençait à paniquer. 9h30, appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. 9h40, message vocal. Sa voix était aiguë, méconnaissable. Aude. C'est une catastrophe.
Tous mes paiements sont rejetés. La banque doit avoir un problème. Appelle-les. C'est ton domaine, ces trucs-là. Appelle-les maintenant. Je commençais à m'habiller. J'allais m'offrir une promenade au parc de la Tête d'Or. L'air frais me ferait du bien. 10 heures, le téléphone sonna. Ce n'était pas Coralie. C'était ma mère. Je soupirais. Le vrai combat commençait. Je décrochai. Allô? Aude? Sa voix était un cri. Un reproche strident. Mais qu'est-ce que tu fais? Coralie est en pleurs. Elle est chez nous avec Bastien, elle est hystérique. Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est Noël. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel. Moi. Bonjour maman. J'espère que tu as passé un bon Noël, dis-je calmement. Ne joue pas à ça avec moi. Coralie dit que tu as coupé ses comptes. Elle dit que tu la laisses tomber. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Cette phrase. La phrase de trop. Tout ce qu'elle a fait pour toi. Maman, dis-je, et ma voix était si froide qu'elle me surprit moi-même. Qu'est-ce que Coralie a fait pour moi, exactement? À part me traiter de mendiante devant toute la famille? À part me laisser payer pour son SUV, ses prêts et ses cartes de crédit? Il y eut un silence. Un silence choqué. Elle ne le pensait pas, Aude. Elle était fatiguée. Elle est stressée en ce moment. Tu sais comment elle est? Non, maman. C'est fini. Je sais exactement comment elle est. Et je sais comment vous êtes. Vous restez assis là, en silence, pendant qu'elle m'humilie. Et ensuite vous m'appelez pour que je continue à payer pour ça. Aude, tu ne peux pas faire ça. C'est ta sœur. Elle a des responsabilités. Elle a un standing à tenir. Et moi aussi, maman. J'ai la responsabilité de payer mon propre loyer. J'ai la responsabilité de ma propre vie. Et je ne paierai plus pour la sienne. Si elle a un standing à tenir, elle n'a qu'à trouver un travail pour le financer. Mais c'est juste temporaire, Aude. Juste le temps que ses projets. Maman. Je l'ai coupé, et je pense que c'est la première fois de ma vie que je le faisais. J'ai payé 900 € par mois pendant 5 ans. Fais le calcul. J'ai payé 54 000 € de ma poche pour soutenir son style de vie. Pendant qu'elle m'humiliait. C'est fini. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je l'entendais respirer. Je crois qu'elle venait de réaliser l'ampleur du chiffre. Elle n'avait jamais voulu savoir. Tu exagères, bafouilla-t-elle, 54 000 €. Ce n'est pas possible. Aussi, maman. C'est possible. Et c'est terminé. J'ai un rendez-vous. Passe une bonne journée. J'ai raccroché. J'ai dû m'asseoir. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais tenu tête à ma mère. Pour la première fois de ma vie. Je me sentais à la fois terrifiée et incroyablement puissante. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur du problème. Mais qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous continué à payer pour maintenir la paix familiale? Ou auriez-vous appuyé sur le bouton « Annuler », comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je savais que cet appel n'était que le début. Ma mère était faible. Mais Coralie était une vipère. Et quand on coince une vipère, elle ne fuit pas. Elle mord. Et elle allait viser là où ça fait le plus mal. Les 2 jours suivants furent un déluge. Un barrage de messages haineux de Coralie, que je finis par bloquer. Et une série d'appels en pleurs de ma mère, que je mis en silencieux. Je devais me protéger. Je devais me concentrer. C'était la fin de l'année, une période cruciale au travail. Nous clôturions les comptes annuels pour nos plus gros clients. J'étais analyste financière senior dans un grand cabinet de la Tour de la Pardieu. J'avais mis 10 ans à construire ma carrière. J'avais commencé stagiaire, j'avais gravi les échelons à force de nuits blanches et de précision. Mon travail était ma fierté. C'était la seule chose dans ma vie qui était entièrement à moi, construite par moi, sans l'ombre de ma famille. C'était mon sanctuaire.
Le 28 décembre, je suis arrivée au bureau à 8h30. J'étais en pleine réunion d'équipe à 10h lorsque la secrétaire de ma directrice est entrée. Aude, Madame Dubois souhaite vous voir. Immédiatement. Tout le monde s'est tourné vers moi. Le sang se glaça dans mes veines. Madame Dubois était une femme d'une 50aine d'années, toujours en tailleur-pantalon impeccable, surnommée la Dame de Fer. Elle ne souriait jamais. Être convoqué dans son bureau en urgence signifiait deux choses, soit vous aviez une promotion exceptionnelle, soit vous étiez viré. Et ce n'était pas la saison des promotions. Je frappai à sa porte vitrée, l'estomac noué. « Entrez, Aude. Asseyez-vous. » Son bureau était minimaliste, donnant sur toute la ville. Son visage était impénétrable. Je m'assis, les mains moites agrippées à mon carnet. Elle joignit ses doigts sur son bureau. Aude, nous avons un problème. Ou plutôt, il semble que vous ayez un problème. Mon cœur rata un battement. Madame? Le service des ressources humaines a reçu un appel ce matin. À 9h01. Un appel anonyme. Elle fit une pause, me fixant de ses yeux bleus perçants. Il s'agissait d'une femme. Elle affirmait être une proche de la famille. Elle nous a informé que l'une de nos analystes financières, vous, Aude, étiez dans une situation de surendettement critique. Le sol se déroba sous mes pieds. Coralie. Elle a utilisé des termes très précis, continua Madame Dubois, sa voix neutre. Instabilité psychologique, comportement erratique, et risque financier pour vos clients et pour l'entreprise, point. Ce n'était pas possible. Elle avait fait ça. Elle avait osé. Elle n'avait pas seulement essayé de m'humilier. Elle essayait de me faire perdre mon travail. Elle savait que dans mon métier, la crédibilité, la confiance et la stabilité financière sont tout. Une analyste endettée est un risque. Une analyste instable est un danger mortel pour la réputation du cabinet. Elle ne visait pas mon argent, elle visait ma vie. Ma jugulaire. Madame, commençai-je, ma voix tremblant légèrement malgré moi. C'est un mensonge. C'est une attaque personnelle, calomnieuse. Expliquez-vous, dit-elle froidement. Je respirai profondément. Il fallait que je sois logique. Pragmatique. Comme au travail. Mon cerveau d'analyste reprit le dessus. Je suis au milieu d'un conflit familial très grave. La personne qui a appelé est, je le soupçonne à 99,9%, ma propre sœur. C'est elle qui a des dettes colossales, pas moi. Pendant 5 ans, je l'ai aidée financièrement, en secret, à hauteur de 54 000 €. Je vis une légère inflexion dans le regard de Madame Dubois. Le chiffre avait fait mouche. Il y a 3 jours, lors du réveillon de Noël, elle m'a publiquement humiliée en m'accusant, moi, de lui quêter de l'argent. J'ai donc décidé de couper cette aide. Cet appel est sa vengeance. C'est une tentative pour me punir et me forcer à payer de nouveau. Je la regardai droit dans les yeux. Je n'ai aucune dette. Mon casier judiciaire est vierge. Mes comptes sont parfaitement sains. Je suis prête à fournir à l'instant tous les relevés bancaires nécessaires au RH pour prouver ma stabilité. Madame Dubois me scruta pendant ce qui me parut une éternité. Chaque seconde était une torture. Avait-elle vu la panique dans mes yeux? Allait-elle croire la folle anonyme ou son employé qui, depuis 10 ans, n'avait jamais fait un seul faux pas? Finalement, elle hocha la tête, lentement. Je vous crois, Aude. Votre travail ici a toujours été irréprochable. Je crus que j'allais m'évanouir de soulagement. Mais, ajouta-t-elle, et mon sang se glaça de nouveau. Réglez ça. Je n'aime pas le drame. Et je n'aime pas que les problèmes personnels de mes employés débordent dans la sphère professionnelle. Je ne veux plus jamais recevoir ce genre d'appel. Que ce soit la dernière fois. C'est clair? Très clair, madame. Merci. Ce sera réglé. Je sortis de son bureau, les jambes comme du coton. Je marchai jusqu'aux toilettes de l'étage et je m'enfermai dans une cabine. Et là, enfin, je pleurais. Je pleurais de rage. De peur. De dégoût. Elle avait franchi la ligne rouge. La guerre était totale. Je séchai mes larmes.
La tristesse se transforma en une fureur froide. Très bien, Coralie. Tu veux jouer? On va jouer. Mais tu ne réalises pas que j'ai quelque chose que tu n'auras jamais, la vérité de mon côté. Et je ne savais pas encore que j'avais aussi un allié inattendu, quelqu'un qui était encore plus trompé que moi. Coralie ne savait pas que j'avais été convoquée. Elle pensait que son attaque anonyme n'avait pas fonctionné assez vite, ou peut-être voulait-elle simplement ajouter l'humiliation à la destruction. Alors, elle décida de passer à l'étape supérieure, le spectacle public. Le lendemain, c'était le 29 décembre. L'heure du déjeuner. Je descendis dans le grand hall de la tour de la Part-Dieu. Il y avait toujours beaucoup de monde à midi. Des gens de mon entreprise, d'autres cabinets, des clients. Et puis je l'ai vue. Assise sur un banc en marbre près de l'entrée principale, la tête dans les mains. Coralie. Mon premier réflexe fut de faire demi-tour. Trop tard. Elle leva les yeux et me vit. Son visage était ravagé par les larmes. Du moins, c'est ce qu'elle voulait faire croire. Son mascara avait coulé avec une précision presque artistique. Aude. Elle cria. Elle se leva et courut vers moi, se jetant littéralement à mes pieds. Elle s'agenouilla sur le sol froid et attrapa mes jambes. Aude. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je t'en supplie. Je n'ai plus rien. Tu me laisses tomber. Monstre. Tout le monde s'arrêta. La musique d'ambiance du hall sembla s'éteindre. Mes collègues, qui sortaient déjeuner, me regardaient, bouche bée. J'ai reconnu des gens de mon service. Les gardes de la sécurité, près de l'accueil, commencèrent à se rapprocher. J'étais pétrifiée. C'était un cauchemar éveillé. Elle était en train de donner une représentation digne de la comédie française. Elle jouait le rôle de la victime abandonnée, et moi, j'étais le monstre sans cœur. Coralie, lève-toi, dis-je d'une voix blanche, essayant de me dégager. Tu te donnes en spectacle. Tu es ridicule. Je m'en fiche, hurla-t-elle, les larmes coulant sur son maquillage soigneusement appliqué. Dis-leur. Dis-leur comment tu m'abandonnes. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Toi qui m'as toujours tout pris. C'en était trop. Mais ce n'est pas tout. Vous pensez que c'est le pire? Oh, non. Au même moment, mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis machinalement, essayant de me détacher de son emprise. Un message de ma cousine Manon. Il contenait un lien. Un lien vers une cagnotte Litchi. Je cliquai. Mon visage. Ma photo. Une photo de moi souriante, prise l'été dernier au mariage de Manon. Le titre, Soutenons Aude dans son combat contre la dépression. Je lus le texte, mon sang se glaçant. Coralie l'avait écrit. Elle racontait que sa pauvre petite sœur Aude traversait une période de détresse psychologique profonde, qu'elle avait perdu son travail, un mensonge éhonté, et qu'elle avait besoin d'aide pour payer ses factures médicales et son loyer. Elle utilisait ma photo, mon identité, pour escroquer de l'argent à nos amis et notre famille élargie. J'étais là, dans ce hall, avec cette folle agrippée à mes genoux, et la preuve de sa fraude sur mon téléphone. J'allais exploser. Lâchez-moi, madame, dit un garde de la sécurité en posant fermement la main sur l'épaule de Coralie. Non. C'est ma sœur. Elle me doit de l'argent. Elle m'a volé, cria-t-elle. Et c'est là que mon téléphone sonna. Pas un message. Un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Dégagez-la, dis-je au garde. Je reculai, les mains tremblantes, et je décrochai. Allô, criai-je presque. Aude? Une voix d'homme. Hésitante. Une voix que je connaissais à peine. Aude? C'est Bastien. Bastien. Le mari de Coralie. Un architecte sympathique mais totalement effacé. L'homme qui vivait avec elle mais qui, apparemment, ne voyait rien. Bastien? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas parler maintenant. Je suis au milieu d'une crise. Aude, écoute-moi. Tes parents viennent de m'appeler. Ils sont paniqués. Ils n'arrêtent pas de parler d'argent. Ils ont mentionné une somme. 54 000 €? Aude,
Putain, c'est quoi cette histoire? Je regardais Coralie, qui était maintenant escortée vers la sortie par les gardes, hurlant des insultes. Une idée germa dans mon esprit. Une idée terrible et nécessaire. Bastien, dis-je, essayant de calmer ma voix. Où est-ce que Coralie vous a dit que l'argent venait? L'argent que je lui envoyais tous les mois depuis 5 ans. Il y eut un silence. Ben, elle m'a dit que c'était des dividendes. D'un vieux placement de votre grand-père. Que tu gérais pour elle. Pourquoi? Aude? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui avait menti. À lui aussi. L'homme qui partageait sa vie. Bastien. Ce n'était pas des dividendes. C'était mon salaire. C'était moi. Je payais ses dettes. Elle n'a aucun placement. Le silence à l'autre bout du fil fut plus assourdissant que les cris de Coralie dans le hall. Je rentre à la maison, dit-il finalement, sa voix changée, morte. J'ai besoin de vérifier des papiers. Je te rappelle. Il raccrocha. La vengeance de Coralie venait de se retourner contre elle. Elle avait alerté la seule personne qui pouvait la détruire de l'intérieur. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, complètement vidée. J'ai envoyé un email long et circonstancié à Madame Dubois et au RH, m'excusant platement pour l'incident dans le hall, joignant la capture d'écran de la cagnotte Litchi comme preuve de la détresse de ma sœur. J'ai signalé la cagnotte. J'avais l'impression d'être en mode survie, de parer les coups les uns après les autres. Je ne savais pas si Bastien allait me rappeler. Je ne savais pas s'il allait choisir de croire sa femme, de participer au mensonge confortable, ou de faire face à la vérité. La plupart des gens choisissent le mensonge. Il a rappelé à 22h34. Sa voix était méconnaissable. Plate. Morte. Vide. Aude. Bastien. Mon cœur s'arrêta. Vous avez trouvé? Je les ai trouvés, dit-il. Elle les cachait. Je n'arrive pas à y croire. Dans un petit coffre-fort. Derrière sa penderie, sous une pile de pulls. Un coffre-fort? Oui. Elle m'avait dit que c'était ses vieux journaux intimes d'adolescente, qu'elle ne voulait pas que je lise. Elle en riait. Je l'ai forcé. Avec un pied de biche. Il y eut un silence, le temps que j'absorbe cette image de destruction domestique. Qu'avez-vous trouvé, Bastien? Demandai-je doucement. 3 cartes de crédit, dit-il, comme s'il récitait une liste d'autopsie. À son seul nom. Des cartes que je n'avais jamais vues. Galerie Lafayette. Printemps. Visa premier. Toutes dans le rouge. Des relevés de compte montrant tes virements, et ses dépenses. Des dépenses. Aude, des milliers d'euros chaque mois. Des sacs. Des chaussures. Des restaurants où elle n'allait pas avec moi. Il s'arrêta, comme s'il avait du mal à respirer. Et, autre chose. Un carnet. Un carnet noir. Un carnet? Un journal. Pas d'adolescente. De maintenant. Où elle notait ses pensées. Ses vraies pensées. Je n'osais pas demander. Elle écrivait sur toi, Aude. Il fit une pause. J'entendais le bruit d'une page qu'on tourne, le froissement du papier. J'ai besoin que tu entendes ça, dit-il, sa voix tremblant de rage contenue. Je dois te le lire. Pour que tu saches. Et il lut. 10 août. La vache à lait Aude a encore payé. Le virement est arrivé ce matin. C'est si facile. Elle est tellement prévisible. Il suffit de pleurer un peu au téléphone sur une facture imprévue et elle signe. Elle se sent tellement supérieure en m'aidant, la pauvre fille. Elle ne comprendra jamais qu'elle est née pour être ma servante. Elle paie pour mon Audi, et elle roule dans sa poubelle. C'est parfait. La vache à lait. Ma servante. Les mots me frappèrent comme des coups de poing. Ce n'était pas seulement de l'indifférence. Ce n'était pas de l'inconscience. C'était du mépris. De la haine pure. Calculée. Il y en a d'autres, continua Bastien, sa voix brisée. Des passages où elle se vante d'avoir acheté son sac Balenciaga avec l'argent de la sotte. Où elle se moque de ma propre mère, de la façon dont elle s'habille.
Elle nous méprisait tous. Bastien. Je ne savais quoi dire. Elle m'a menti. Pendant 5 ans. Elle m'a menti sur tout. Sur vous. Sur nous. Sur notre niveau de vie. Je la croyais. Je la croyais simplement dépensière, pas malveillante. Je l'écoutais, et je ne ressentais plus de colère. Seulement une immense pitié. Pour lui. Et pour moi. Nous étions les deux victimes de sa folie. Que voulez-vous faire, demandai-je doucement. Il y eut un long silence. J'entendais son souffle. Il prenait une décision. Aude. Peux-tu venir chez nous demain? À 14 heures. Avec tes parents. J'ai envoyé un message à Coralie pour lui dire que nous avions une urgence familiale et qu'elle devait être là. Elle pense que c'est pour t'affronter, toi. Mon estomac se noie. Mes parents? Oui. Ils doivent être là. Ils doivent voir. Ils doivent entendre ce que j'ai lu. Ils l'ont créé, ils l'ont protégé. Ils doivent voir le monstre. Il reprit son souffle. Cette mascarade, Aude. Elle doit cesser. Maintenant. Il raccrocha. Je fixai mon téléphone. La confrontation finale. Le tribunal familial. J'avais peur. J'avais envie de vomir. Mais je savais qu'il avait raison. C'était la seule façon de mettre fin à ce poison qui rongeait nos vies. Demain, tout serait exposé. Demain, la vérité éclaterait. Et je ne savais pas qui resterait debout après l'explosion. Le lendemain, 14 heures. J'étais garé sur le boulevard des Belges, devant leur magnifique appartement du 6e arrondissement. L'un des quartiers les plus chers de Lyon. Un appartement haussmannien avec vue sur le parc, que je réalisais maintenant avoir aidé à payer. Mes parents étaient arrivés en même temps que moi. Ils avaient l'air perdus, âgés. Aude, qu'est-ce qu'il se passe? Demanda mon père, Alain, l'air inquiet. Bastien nous a appelés, il avait l'air si grave. C'est à propos de Coralie? Elle va bien? Il s'inquiétait encore pour elle. Je pense que vous allez comprendre, papa. Allons-y. Bastien nous ouvrit. Son visage était cireux. Il portait les vêtements de la veille. Il n'avait pas dû dormir. Il ne nous salua pas vraiment. Entrez. Elle n'est pas encore rentrée. Elle est en rendez-vous, point. Le salon était impeccable, comme toujours. Décoré avec un goût exquis, des meubles design, des œuvres d'art moderne. Un goût de luxe que je savais maintenant être construit sur des mensonges. Bastien nous fit asseoir sur le canapé en velours. Il posa le carnet noir et la pile de relevés de compte sur la table basse. Avant qu'elle n'arrive, dit-il d'une voix basse, je veux que vous voyiez. Il ouvrit le carnet. Mon père mit ses lunettes de lecture. Ma mère se pencha, l'air confus. Bastien commença à lire. Il lut le passage sur la vache à lait. Il lut le passage sur l'argent de la sotte. Il lut un passage sur la façon dont Coralie avait menti à ses parents sur le prix de son SUV, disant qu'elle avait eu une offre incroyable alors qu'elle payait le prix fort. Il lut un passage où elle se moquait de la robe que ma mère portait au mariage de Manon, la traitant de vieille tapisserie. Le visage de mon père devint blanc. Cireux. Ma mère mit sa main devant sa bouche, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Non, non, ce n'est pas notre Coralie. C'est son écriture, mais... C'est elle, Martine, dit Bastien. Regardez les relevés. Regardez les dates. Regardez les dettes. Mon père prit les relevés. Lui qui avait toujours été si fier de sa fille qui a réussi. Il voyait les soldes débiteurs. Moins 5 000 euros, moins 8 000 euros, moins 12 000 euros. La porte d'entrée claqua. Bastien? Je suis là. C'est quoi cette urgence? J'ai dû annuler mon rendez-vous chez le coiffeur. Coralie entra dans le salon, des sacs Zadig et Voltaire à la main. Elle s'arrêta net. Elle vit ses parents. Elle me vit. Et elle vit ce qu'il y avait sur la table basse. Son sourire se figea. La couleur quitta son visage. Qu'est-ce que c'est que ça, bafouilla-t-elle. C'est ton carnet, Coralie, dit Bastien.
Et ce sont tes dettes. Elle essaya. Elle essaya vraiment. La comédienne fit une dernière tentative. C'est des mensonges. C'est Aude. Elle vous manipule. Elle a écrit ça. Elle est folle. Elle m'a toujours détestée. J'ai appelé les banques, Coralie, dit Bastien, sa voix tranchante comme un rasoir. J'ai appelé CTLM. J'ai les confirmations. Les dettes sont réelles. Les virements d'Aude sont réels. Coralie s'effondra sur un fauteuil. Le masque tomba. Plus de larmes de crocodile. Juste un regard de haine pure, venimeux. Très bien, siffla-t-elle, me regardant. Et alors? Vous alliez me laisser couler? C'est ma sœur. C'est son devoir de m'aider. Ce n'est pas son devoir, cria Bastien, pour la première fois. C'est ton problème. C'est notre problème maintenant. Il se leva. Et voilà ce qui va se passer. C'est fini. J'ai appelé le propriétaire ce matin. Nous aurons le bail de cet appartement. Nous déménageons. J'ai trouvé un T2 à Villeurbanne. L'audi est vendu. J'ai mis l'annonce ce matin. Dès demain, tu vas trouver un vrai travail. Un CDI. 40 heures par semaine. Et je prends le contrôle total de toutes les finances. Tu ne peux pas me faire ça. Je le peux. Ou tu peux divorcer et te débrouiller seul avec tes 50 000 € de dette personnelle. C'est toi qui choisis. Elle le dévisagea, réalisant qu'elle était piégée. Elle avait perdu. Puis, je sentis un regard sur moi. Je me tournai. Mon père. Il me regardait, mais c'était comme s'il me voyait pour la première fois. Ses yeux étaient rouges. Il se leva, s'approcha de moi, me dépassant presque. Aude? Commença-t-il, sa voix brisée. Ma fille? Je te demande pardon. Il me prit dans ses bras. Ces mots. Les mots que j'avais attendus 32 ans. Ils n'avaient pas le goût de la victoire. Ils avaient le goût amer de la cendre. Tout était brisé. Notre famille, nos illusions. Était-ce la fin? Ou le début douloureux de quelque chose de vrai? Je ne le savais pas encore. Les 6 mois qui suivirent furent silencieux. Étrangement, anormalement silencieux. Après l'explosion, dans le 6e arrondissement, la famille s'était fracturée. Mes parents étaient rentrés chez eux, sonnés. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux pendant 2 semaines. Le premier appel de ma mère fut bref. Comment vas-tu, Aude? Je vais bien, maman. Bon, d'accord. Prends soin de toi. C'était tout. Pas de reproches. Pas d'excuses. Juste du vide. Je n'attendais rien. Je me concentrais sur mon travail. J'avais envoyé un email très bref à Madame Dubois, lui disant que le problème familial avait été résolu de manière définitive et n'interférerait plus avec mon travail. Elle m'avait répondu par un simple « bien reçu ». Une semaine plus tard, mon nom était discrètement ajouté à un projet d'audit international prestigieux. C'était sa façon de me montrer sa confiance. J'ai plongé dans ce projet comme une naufragée s'accroche à une bouée. Je me sentais légère. Pour la première fois depuis 5 ans, mon salaire était entièrement à moi. Le 1er février, quand j'ai vu ces 900 € rester sur mon compte courant, j'ai failli pleurer. Je suis resté là, devant mon ordinateur, à regarder ce chiffre. 900 €. Qu'est-ce que j'allais en faire? La réponse est venue naturellement. J'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des années, quelque chose que je conseillais à tous mes clients mais que je ne m'appliquais pas à moi-même. J'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en action. J'y ai placé ces 900 €. Et j'ai programmé un virement automatique de 900 € pour le 1er de chaque mois suivant. L'argent qui avait servi à financer des mensonges allait maintenant construire mon avenir. En mars, j'ai pris un week-end à Annecy. Seul. J'ai loué une chambre d'hôtel avec vue sur le lac, pas une auberge de jeunesse. J'ai marché pendant des heures le long du Paquier. J'ai respiré l'air frais des montagnes. J'ai mangé une raclette dans un restaurant, seul, avec un livre, sans culpabiliser du prix. En avril, j'ai acheté un nouveau canapé. J'avais le même clic-clac d'étudiante depuis 10 ans.
Il était inconfortable, il grinçait. J'ai commandé un vrai canapé. Un canapé d'angle en velours bleu canard, magnifique. Quand il a été livré, j'ai pleuré. C'était le premier, vrai, meuble de ma vie d'adulte. J'ai jeté l'ancien à la déchetterie. C'était symbolique. Les nouvelles de la famille me parvenaient par bribes, via ma cousine Manon, la seule à qui j'avais tout raconté. Coralie et Bastien avaient bien déménagé à Villeurbanne. L'Audi avait disparu, remplacée par une vieille Twingo. Et Coralie? Coralie travaillait. Elle avait trouvé un poste de vendeuse au Sephora de la Pardieu. L'ironie était presque trop parfaite. Elle passait ses journées entourée du luxe qu'elle ne pouvait plus acheter, à vendre des rêves à d'autres femmes. Manon m'a dit qu'elle l'avait aperçue en allant acheter du parfum. Elle n'a pas l'air heureuse, Aude. Elle a l'air, normale. Fatiguée. Elle m'a dit bonjour, poliment. Bastien, apparemment, tenait les rênes. Il avait consolidé toutes les dettes de Coralie sous un seul prêt de restructuration. Il gérait les comptes avec une poigne de fer. Mes parents m'appelaient de temps en temps. Des appels maladroits. Comment vas-tu, Aude, le temps est beau à Lyon. Ils n'osaient pas parler de Coralie. Je ne posais pas de questions. Je parlais de mon travail, de mon week-end à Annecy. C'était comme réapprendre à parler à des étrangers. La vie reprenait son cours. J'avais presque oublié. Jusqu'à ce matin de juin. Mon téléphone vibra. Une notification de mon application bancaire. Je l'ouvris distraitement, pensant que c'était mon salaire qui arrivait. Virement reçu de Coralie Renaud. Montant, 300 €. Je restais figé. 300 €. Une minute plus tard, un SMS. De Coralie. Je n'avais pas bloqué son numéro, juste mis en sourdine. Le premier. Je te rembourserai tout. C'est. Je ne savais pas quoi ressentir. Ce n'était pas grand-chose comparé aux 54 000 €. C'était 180 mois de paiement. 15 ans. Mais ce n'était pas rien. C'était un début. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone est resté silencieux pendant des mois. L'été passa. L'automne arriva. Les virements de 300 € continuaient d'arriver. Le premier de chaque mois. Sans faute. Et puis, à l'approche de Noël, il sonna. Bastien. Aude. Salut. Ça fait longtemps. Écoute. On fait un petit réveillon. Juste nous 4. Tes parents et nous. Dans notre nouvel appartement. Est-ce que tu voudrais venir? Mon cœur se serra. Y retourner. 1 an, jour pour jour, après l'humiliation. J'ai failli refuser. Ma première réaction fut viscérale. Non. Non, je ne voulais pas retourner m'asseoir à une table avec elle. Non, je ne voulais pas revivre cette tension. J'avais ma nouvelle vie, mon canapé bleu, mon PEA qui grossissait. J'étais en paix. J'ai dit à Bastien, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. J'y ai réfléchi pendant 1 semaine. Qu'est-ce qui me retenait? La peur. La colère. Mais qu'est-ce qui me poussait à y aller? Les virements. Pas pour l'argent. Mais pour ce qu'ils représentaient. 6 virements. 300 €. Le premier de chaque mois. Sans faute. C'était une preuve. Une preuve d'effort. Une preuve que Bastien tenait sa promesse. Et puis, il y avait mes parents. Leurs appels maladroits. Je savais qu'ils étaient pris entre 2 feux. S'ils allaient chez Coralie, ils se sentiraient coupables envers moi. S'ils n'y allaient pas, ils se sentiraient coupables envers elle. J'ai rappelé Bastien. C'est d'accord. Je viendrai. Le 24 décembre. J'ai quitté le travail un peu plus tôt. Je suis passé chez un caviste. Je n'ai pas fait de bûche. J'ai acheté une très bonne bouteille de vin de Bourgogne. Un Gevrey Chambertin. Un cadeau pour moi, autant que pour eux. J'ai conduit jusqu'à Villeurbanne. Leur adresse était dans un immeuble des années 70. Propre, mais sans charme. Le hall sentait la cire d'abeille. J'ai sonné. Bastien m'a ouvert.
Il avait l'air fatigué. Il avait quelques cheveux blancs en plus. Mais il m'a souri. Un vrai sourire. Aude. Entre. Merci d'être venu. L'appartement était, normal. Un T2. Petit, mais propre et chaleureux. Il n'y avait pas de meubles design, pas d'œuvres d'art. Juste des meubles IKEA et des photos de famille. Leurs photos de mariage. Ironiquement. Mes parents étaient déjà là. Assis sur le canapé. Ils se sont levés d'un bond quand ils m'ont vue. Ma mère m'a prise dans ses bras. Un vrai câlin. Aude, tu es venue. Elle pleurait presque. Mon père m'a serré la main. Content de te voir, ma fille. Et puis, elle sortit de la cuisine. Coralie. Elle portait un jean et un pull simple. Pas de maquillage excessif, juste un peu de mascara. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un tablier. Elle avait l'air fatiguée. Profondément fatiguée. Mais, vrai. Plus vrai que je ne l'avais jamais vue. Salut, Aude, dit-elle doucement. Salut, Coralie. Il n'y eut pas de grandes effusions. Pas de larmes. Juste une gêne palpable. Une tension. Le poulet est presque cuit, dit-elle en retournant à sa cuisine. Le dîner fut simple. Un poulet rôti. Des pommes de terre. Une salade. C'était Coralie et Bastien qui avaient cuisiné. C'était bon. La conversation était étrange. Mon père parla de son jardin. Ma mère parla d'un livre qu'elle lisait. Bastien parla d'un projet d'architecture sur lequel il travaillait. Personne ne parla de travail, d'argent, ou de sac à main. Personne ne se vanta. C'était presque ennuyeux. C'était merveilleux. Au moment du dessert, une bûche achetée chez le pâtissier du coin, Bastien leva son verre. Un crément de Bourgogne, pas un champagne millésimé. Joyeux Noël, dit-il. Je suis vraiment heureux que nous soyons tous là. Cette année a été difficile. Mais nous sommes là. Mes parents levèrent leur verre. Coralie leva le sien. Elle regarda la table. Et, santé à. Commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Santé à, la vérité. Ses yeux croisèrent les miens. Merci, de ne pas avoir abandonné la famille. Même quand je le méritais. Mon cœur se serra. Je levai mon verre. À la vérité, répétai-je. Nous bûmes. C'était le dîner de Noël le plus étrange, le plus sobre et le plus honnête de toute ma vie. Je pensais que la soirée se terminerait là-dessus. Sur cette note d'espoir fragile. Mais la vraie surprise n'était pas encore arrivée. Après le dîner, alors que j'aidais à débarrasser, ma mère faillit s'évanouir en voyant Coralie faire la vaisselle. Coralie m'arrêta. Aude, attends. J'ai quelque chose pour toi. Elle semblait nerveuse. Elle s'essuya les mains sur son tablier. Ce n'est pas grand-chose. Enfin, ce n'est rien. Juste, viens sur le balcon. Intriguée, je la suivis. L'air froid de décembre me saisit. Le balcon donnait sur une cour intérieure. Elle farfouilla dans la poche de son gilet. Elle me tendit une enveloppe. Simple. Blanche. Tiens. Tu n'es pas obligé de le lire maintenant. Mais. Joyeux Noël. Je pris l'enveloppe. Elle était épaisse. Merci, dis-je, ne sachant quoi dire d'autre. Le silence s'installa entre nous, seulement brisé par les bruits de la ville. Mon virement est programmé pour le 1er, dit-elle soudain. Je souris. Je sais. Je les reçois. Merci. Elle hocha la tête. Encore 174, dit-elle. Elle avait compté. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là avec cette enveloppe dans mon sac, pesant plus lourd que n'importe quelle bûche de Noël. Je suis rentrée dans mon appartement. Mon canapé bleu m'attendait. La ville était silencieuse. J'ai préparé une tisane. Je me suis assise et j'ai regardé l'enveloppe sur la table basse pendant un long moment. J'avais peur de l'ouvrir. Peur de ce qu'elle contenait. D'autres excuses? D'autres justifications? Finalement, je l'ouvris.
Ce n'était pas une carte de Noël. C'était une lettre. 3 pages. Pliée en 4. Écrite à la main. Je reconnus son écriture ronde, presque enfantine, qu'elle utilisait pour ses cartes de vœux. Aude? Je ne sais pas par où commencer. Je suis désolée, semble si petit. Si ridicule. Ça ne couvre rien. Mais c'est la seule chose que j'ai. Je continuai à lire. Ce n'était pas une lettre d'excuse. C'était une lettre de confession. Elle avouait tout. J'ai toujours été jalouse de toi. Cette phrase me frappa. Jalouse? D'elle? La belle, la populaire, la préférée? Tu étais l'intelligente. Tu étais la responsable. Papa et maman m'adoraient, mais ils te respectaient. Ils ne m'ont jamais respectée. Ils me voyaient comme une poupée. Une chose jolie à montrer. Et j'ai joué ce rôle. C'était plus facile que d'essayer d'être aussi intelligente que toi. Quand tu as commencé à me donner de l'argent, au début, j'avais honte. Je me sentais misérable. Mais ensuite, c'est devenu facile. C'était comme une drogue. Chaque achat me donnait l'impression d'être quelqu'un, d'avoir du pouvoir. Et chaque fois que tu payais, ça confirmait ce que je pensais, j'étais faible et tu étais forte. Et je te détestais pour ça. Je te détestais de me voir si faible. Elle avoua avoir appelé mon bureau. J'ai appelé ton travail. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais faite. Quand tu as coupé les virements, je n'ai pas seulement perdu l'argent. J'ai perdu le contrôle. J'étais terrifiée. Je voulais te faire du mal. Je voulais te tirer vers le bas, à mon niveau. Je voulais que tu saches ce que c'est que d'avoir peur de tout perdre. C'était impardonnable. Elle avoua pour la cagnotte Litchi. J'étais désespérée. Bastien commençait à poser des questions. Je devais trouver de l'argent ailleurs. Je ne réfléchissais plus. J'étais une personne horrible. Je le suis toujours, peut-être. Quand Bastien a tout trouvé, ce carnet, j'ai d'abord voulu mourir. Puis j'ai voulu te tuer. Et puis, j'ai juste ressenti du vide. Il m'a fallu des mois pour comprendre que vous ne m'aviez pas détruite. Vous m'aviez sauvée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Bastien dit que je dois me pardonner à moi-même, mais je ne sais pas comment. Je voulais juste que tu saches la vérité. Toute la vérité. Je te rembourserai. Chaque centime. Même si ça prend 15 ans. Coralie. Je finis de lire, les larmes coulant sur mes joues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes, de libération. Le monstre avait un visage. Une motivation. Une douleur. Je pliai la lettre. Je suis assise dans mon appartement aujourd'hui. Nous sommes presque 2 ans après ce Noël. Les 300 € continuent d'arriver, chaque premier du mois. J'ai revu mes parents. Nous parlons. Vraiment. Mon père me pose des questions sur mes investissements. Ma mère me demande des recettes de cuisine. J'ai revu Coralie. Nous avons bu un café à la Pardieu. Elle était entre 2 services chez Sephora. C'était gênant. Mais ce n'était pas faux. La relation est en reconstruction. Brique par brique. Elle est fragile. J'ai appris que les frontières ne sont pas une punition. Elles sont une forme de respect de soi. J'ai appris que la gentillesse n'est pas un portefeuille sans fond. Et j'ai appris que parfois, la personne qui semble tout avoir est celle qui n'a rien du tout. C'est mon histoire. Et maintenant, je veux entendre la vôtre. Avez-vous déjà été la vache à lait de votre famille, l'épaule sur laquelle tout le monde pleure mais que personne ne soutient? Avez-vous déjà dû fixer des limites qui vous ont brisé le cœur, pour vous sauver vous-même? Ou peut-être avez-vous été de l'autre côté? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls est parfois le premier pas vers la guérison. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette dynamique familiale toxique, ou si vous avez simplement apprécié le voyage, merci de laisser un like. C'est important pour que d'autres personnes puissent trouver cette vidéo et cette communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires sur la vie, les conflits familiaux, les finances personnelles, et l'incroyable force qu'il faut pour se reconstruire.
Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.